Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Résonance dans lequel on va parler de l'astrologie du mois de novembre 2025. Un mois qui s'annonce assez chargé niveau astrologie. Puis peut-être que vous vous dites, Vanessa, tu dis ça à tous les mois, on dirait. Mais écoutez, c'est ça 2025. 2025, c'est une grosse année. Puis probablement qu'en 2035, on va penser à 2025 puis on va se dire, waouh, c'est vrai que c'était quelque chose cette année-là. Donc, vu qu'on a beaucoup de choses à aborder ce mois-ci, je vous propose qu'on embarque directement dans le chaudron. Hein? Le chaudron de la sorcière. Bibi ici. Dans son ensemble, quand on regarde le mois de novembre, j'ai l'impression que ça risque d'être une période assez charnière, chargée, mais qui, en bout de ligne, va mener vers une libération, un allègement qui risque d'être assez intéressant. Étant donné qu'on oscille entre les archétypes du Scorpion et du Sagittaire, parce que même si on est dans la saison du Scorpion pour une bonne partie du mois, il y a beaucoup de planètes qui vont être en Sagittaire. C'est comme si on oscillait entre la purification émotionnelle et s'ouvrir à de nouvelles perspectives avec toute l'énergie en Sagittaire. Mais à travers ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir l'impression que le passé nous rattrape, en fait. Le passé revient nous revisiter, puis c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous gosser, comme on dit en bon québécois, qui signifie... ça serait quoi en français de France? Nous achaler, nous tourmenter. C'est vraiment pour nous libérer. Fait que c'est l'idée de ressasser peut-être de vieilles choses, de vieilles affaires, mais pour être capable de s'en départir par la suite. Pourquoi est-ce que le passé nous rattrape? Bien, parce qu'on a les planètes Saturne, Neptune et Uranus qui repassent dans les signes où ils se trouvaient au tout début de 2025. Ce que je veux dire par là, c'est que si on revient vers l'épisode de podcast de la nouvelle année, quand on parlait des gros transits astrologiques de 2025, on avait ces trois planètes-là qui entraient dans des nouveaux signes. Et là, en raison des rétrogrades, ces planètes-là ont refait marche arrière, ou du moins, à cause de l'illusion d'optique, nous donnent l'impression qu'elles font marche arrière pour revenir dans le signe dans lequel elles étaient précédemment. Fait que ça veut dire que dans nos cartes du ciel, ces planètes-là reviennent visiter des secteurs de notre carte du ciel où elles se trouvaient au cours des dernières années. Et c'est comme si l'univers nous disait, avant d'avancer, assure-toi d'avoir bien compris ta leçon. Assure-toi de bien clore certains dossiers, de fermer les livres, puis de bien le faire avant de passer à la prochaine étape. Donc, en flirtant autant avec le passé, on pourrait ressentir une certaine confusion quant à nos engagements. À quoi on est vraiment prêt à s'engager, à se commettre, dans quoi on veut vraiment se lancer, ça se peut qu'on sente moins clair, moins certaine que ce qu'on était au cours des derniers mois. Il y a plusieurs raisons. Oui, il y a le fait que le passé revient nous hanter, en quelque sorte. Là, c'est très dramatique comme manière de le dire, mais on enlève une bûche à ce que je viens de dire. Là, c'est pas toujours dramatique. Mais il y a aussi le contact entre Neptune et Saturne. Ces deux planètes-là ensemble, ça peut donner un aura de confusion qui nous invite à réviser pour mieux cibler puis éventuellement foncer en 2026. Fait qu'on n'est plus trop sûr dans quoi on veut s'embarquer, c'est plus aussi clair qu'avant. Donc, on a vraiment cette opportunité-là offerte par l'univers de revoir nos plans, de repenser à notre affaire avant d'y aller vraiment full pin, encore une belle expression québécoise, full pin en 2026 quand ces deux planètes-là, Saturne et Neptune, vont revenir sous le signe du Bélier. Mais c'est pas pour tout de suite, ça. Fait que pour l'instant, on est en mode « pas trop sûr dans quoi j'ai envie de m'embarquer », c'est le temps de réviser. Donc, ce mois-ci, on s'en va pas en ligne droite, OK? On n'est pas, dans un mode très linéaire, on est dans un mode de va-et-vient, de flux et reflux de la vie, en quelque sorte, un peu comme un mouvement de marée, des vagues qui ben écoute, je pense que c'est clair, là, va-et-vient, hein? Je pense que ça dit tout. On ferme des chapitres, on intègre des apprentissages, on se prépare pour la prochaine grande étape.
Je vous invite à aller voir dans votre carte du ciel où se trouve le signe du poisson. Dans quelle maison astrologique est-ce que ce signe-là se trouve? Parce que c'est dans ce secteur-là de votre vie que vous pourriez sentir une certaine confusion par rapport à ce à quoi vous voulez vous engager. Puis c'est dans ce secteur-là de votre vie que vous êtes invité à intégrer des leçons importantes qui pourraient tourner autour de l'écoute de votre intuition, de la maturité émotionnelle, d'être à l'écoute aussi de certains signes de votre intuition, de la vie, de votre ressenti, etc. J'en parle quand même beaucoup dans l'épisode 36, qui est un épisode où est-ce que je faisais l'astrologie signe par signe. Je vous en ai tellement parlé souvent. Si vous écoutez le podcast depuis au moins un an, c'est sûr que c'est sûr. Chanson que vous l'avez écouté. Sinon, il y a aussi un atelier que j'offre en ligne qui est disponible en tout temps, qui s'appelle Les bases de l'astrologie évolutive, qui est un atelier que j'ai créé de concert avec mon amie Geneviève Boulet. Puis j'ai décidé, sur un coup de tête, de le mettre à 50% off pour tout le mois de novembre parce qu'on me posait beaucoup la question comment je fais pour savoir dans quel secteur de ma carte du ciel ont lieu certains transits astrologiques. Puis c'est vraiment un atelier qui l'explique. Je le sais que les temps peuvent être off pour certaines personnes, au niveau financier, au niveau humain, au niveau politique. Donc, c'est ma manière de donner un petit coup de pouce aux personnes qui voudraient suivre l'atelier, mais qui étaient peut-être pas en mesure de le faire. Donc, jusqu'au 30 novembre, je crois, vous avez 50% dessus avec le code Why Not? Parce que, pourquoi pas? Tout ça est dans les notes du podcast aussi. Où est-ce que j'en étais? Oui, d'accord. Donc, mouvement de va-et-vient. On est un peu comme dans les derniers préparatifs ce mois-ci avant de lever l'ancre, en quelque sorte, pour l'année 2026. Je dis ce mois-ci, je vous dirais que ça risque de s'étendre un petit peu. C'est pas juste ce mois-ci, c'est sûr que là, on va en parler. On a une rétrograde de Mercure ce mois-ci qui va nous inviter aussi à entrer dans une période de révision, de réflexion. Il y a comme une amplification un peu de cette énergie-là au mois de novembre, mais ça va se poursuivre en décembre, janvier et au début de l'année 2026. Mais quand même, 2026, c'est un moment où est-ce qu'on va lever l'ancre et s'en aller dans une nouvelle direction. Puis avant de partir, parce que là, on a l'appel du large, là, on sent qu'on veut bouger vers d'autres choses, on sent qu'il y a une transition majeure qui est en train de se mettre en marche, mais avant de lever les voiles, il faut vérifier notre bateau. Vous savez que j'aime ça, les métaphores, en voilà une. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut avant de partir dans la grande mer? Est-ce que la direction dans laquelle on s'en va est claire? Est-ce qu'on a avisé les personnes, ressources importantes avant de prendre le large? Est-ce que le vent est vraiment de notre côté en ce moment? Il y a aussi cette question-là de timing qui est intéressante. Pour que tout changement, même les changements les plus positifs, les plus lumineux, pour tout changement, ça implique un petit deuil. Puis ça aussi, ça va être important à prendre en considération ce mois-ci, en plein cœur de cette saison du Scorpion. Donc, c'est l'idée d'une chose qui passe d'une forme à une autre, puis même si c'est très cool quand ça se passe, il y a quand même un petit deuil qui vient avec ça. Donc ça aussi, ça fait partie de la médecine, j'oserais dire, du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de transits astrologiques vraiment juicy, vraiment spicy, que j'aurais aimé aborder avec vous, mais je vais me concentrer sur 4 grands thèmes, notamment la pleine lune en taureau du 5 novembre, la rétrograde de Mercure en Sagittaire et en Scorpion du 9 au 29 novembre, la rétrograde de Jupiter qui va avoir lieu du 11 novembre au 10 mars, et finalement la nouvelle lune en Scorpion du 20 novembre prochain. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Petit segment Self-Care présenté par Be Kind, le partenaire officiel de cette saison de résonance. Je sais pas pour vous, mais pour moi, quand c'est le temps de faire ma routine du soir, me démaquiller, faire mon skincare, c'est vraiment rendu un petit rituel super précieux dans ma journée parce que c'est le moment où est-ce que officiellement, on dirait que je ferme la journée. Puis, au fil du temps, je vous avoue que la routine s'est beaucoup simplifiée parce que, à un moment donné, on n'a pas infini ressources matérielles pour s'acheter des produits de skincare, puis
un moment donné, ça va faire, mais aussi question de temps. Et là, quand il est question de simplifier les choses, on dirait que Be Kind a compris quelque chose. Et là, dans les derniers mois, dans la dernière année, si je ne m'abuse, ils ont sorti un nouveau produit qui est le baume démaquillant nettoyant. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode de Double Cleanse. Moi, ça fait à peu près 6-7 ans que je fais ça, puis vraiment, je pense que c'est une des choses, en fait, qui a participé à changer la condition de ma peau, qui est en fait l'idée de nettoyer le visage 2 fois. Une première fois avec un corps qui est plus gras, qui est plus huileux, question d'enlever vraiment tous les débris de maquillage, la crème solaire, etc. Puis ensuite, on lave le visage avec un produit nettoyant pour laver la peau. Puis vraiment, ça a l'air d'être comme beaucoup de faire ces 2 étapes-là, mais ça fait vraiment une différence. Sauf que là, avec ce produit-là, c'est comme si c'est un peu un 2 en 1. Avec le côté plus onctueux du produit, on est capable de vraiment aller déloger toutes les saletés, tous les produits qui sont sur notre peau. Puis quand on ajoute de l'eau par la suite, c'est là qu'on a vraiment le côté nettoyant du produit qui devient émulsifiant. Fait que vraiment, ce produit-là, il faut l'essayer pour l'adopter. La texture, elle est parfaite. Ça laisse un fini hydraté. C'est vraiment comme un produit nettoyant et reposant, hydratant pour la face. Pour la face. Ça sonne vraiment moins gracieux, dit même. Pour le visage. Tout en un. Donc, je vous suggère vraiment de l'essayer si jamais ça vous intéresse. Je vous rappelle que les produits Be Kind sont disponibles en ligne, mais qui sont aussi rendus avec 2 boutiques. Il y en a une sur la rue Saint-Laurent à Montréal et une à Verdun maintenant aussi. Puis avec le code Résonance, vous pouvez obtenir 15% de rabais sur vos achats. Le code VanessaDL15 fonctionne aussi en passant. Donc, à vous de choisir celui qui vous plaît le plus. Je vais mettre le lien pour le produit dans les notes du podcast, puis je vous invite fortement à le tester. Il est vraiment exceptionnel. Testé et approuvé. On est dans la saison du Scorpion depuis le 23 octobre dernier et c'est fou de constater à quel point je l'expérimente, cette saison astrologique-là, de manière complètement différente de celle de l'an dernier. Puis, de penser à ça, on dirait que ça me ramenait vers cette réalité-là ou cette réflexion-là que les saisons astrologiques, les signes astrologiques, ce sont des archétypes, des symboles, puis dépendamment de l'angle dans lequel on l'observe, ça va être une facette différente qui va être mise en lumière parce que c'est vraiment des prismes à multifacettes, les archétypes et les symboles. Puis l'année passée, j'étais vraiment plus dans l'énergie du deuil du Scorpion. C'était une période vraiment plus difficile, beaucoup plus souffrante de ma vie. Puis en ce moment, collectivement, j'ai l'impression que cette énergie-là de deuil, elle est très présente. Qu'on est très à l'affût, très conscient, très impacté pour la plupart d'entre nous par tout ce qui se passe dans la collectivité. Il y a des choses abominables qui ont lieu présentement, puis si on est connecté à notre cœur, si on est moindrement dans notre empathie, c'est très difficile, voire impossible de mettre ça complètement de côté puis de vivre notre vie comme si de rien n'était. Impossible. En même temps, il y a la possibilité de vivre une expérience personnelle qui cohabite avec cette réalité plus collective-là. Puis on dirait que cette année, mon expérience personnelle est très différente, puis est connectée à une autre facette de l'énergie du Scorpion, qui est l'archétype de la sorcière. Parce que cette saison du Scorpion me connecte tellement intensément à mon pouvoir intérieur. Puis bon, c'est peut-être aussi mes 35 ans qui approchent, parce que paraît-il que selon l'Organisation mondiale de la santé, la jeunesse se termine à 35 ans. Et donc, il me reste encore quelques jours de jeunesse au cours des prochains jours. Et je vous dirais que ça goûte fucking bon la fin de la jeunesse, so far. J'apprécie vraiment cette expérience-là. Je me connecte à une partie de moi que je connaissais très peu avant. Et ça me fait réfléchir à comment on a un peu modifié ou comme adouci l'archétype de la sorcière dans la culture spirituelle. Je vais dire ça comme ça. On dirait que dans la sphère de la spiritualité, on a rendu l'archétype de la sorcière très
bienveillante, connectée, douce, très inoffensive parfois. Et je trouve que ça détonne vraiment avec un pan de la sorcière que je trouve nécessaire, qui est le côté indomptable de la sorcière. Celle qui n'a pas peur de déplaire, en fait, celle qui cherche même pas à plaire. Son seul but à la sorcière, c'est d'être vraie. C'est d'être connectée à qui elle est vraiment, puis à l'exprimer, cette vérité-là, de manière décomplexée, unapologetic. C'est un mot en anglais que j'ai beaucoup de difficulté à trouver une traduction en français. En passant, on est dans la phase d'ombre de Mercure rétrograde en ce moment. Il va y avoir des bruits que vous allez entendre dans le podcast. J'ai décidé de vivre avec. Ça se passe dans ma maison 3, en astrologie, dans ma carte du ciel, et donc les moyens de communication vont être plus difficiles. J'assume, c'est correct. Le mot unapologetic représente tellement mon feeling de cette saison du Scorpion en ce moment. Puis ça me fait penser au personnage des tantes dans le film Practical Magic, Amour et magie avec Sandra Bullock puis Nicole Kidman sont en train de filmer. En fait, ils viennent de terminer de filmer le 2e en passant. Très hâte de voir ce film-là en 2026. Mais dans ce film-là qui est sorti dans les années 90, il y avait 2 tantes, puis ces femmes-là, des femmes âgées, qui étaient vraiment libres, excentriques, qui étaient joyeusement subversives. Elles buvaient leur margarita à minuit le soir en dansant dans la cuisine. Elles cherchaient à convaincre personne de qui elles étaient juste comme décomplexées dans leur pouvoir. Puis ça, pour moi, c'est profondément Scorpion, c'est profondément sorcière. Puis on dirait que c'est à cette énergie-là que je suis connectée en ce moment puis que j'ai envie de continuer à me relier pour les semaines qui s'en viennent. Puis, pour moi, ça revient un peu à ce côté-là du Scorpion de refuser de se limiter à une version réduite de soi-même. C'est le courage de se regarder droit dans les yeux, face à face, puis d'accepter de se voir dans tout ce qu'on est. Parce que c'est ça l'archétype du Scorpion, c'est cette idée de se mettre à nu, l'un devant l'autre, ou même nu dans le miroir, devant soi-même, puis de se regarder, puis de dire comme bon, c'est ça qui est ça. Même dans ce qui est moins flatteur, je suis capable de m'aimer, ou si c'est pas de l'amour, c'est de l'acceptation du moins, puis c'est aussi très bien en passant. Donc il y a ce côté-là de se laisser être vraiment vulnérable face à soi-même, face aux autres. Puis en passant, souvent, c'est un niveau de franchise auquel les gens ont même de la difficulté à accéder envers eux-mêmes. C'est particulier de constater à quel point les gens ont de la misère à être transparents par rapport à comment ils se sentent vraiment, par rapport à leurs réels désirs, leurs réelles envies, face à même eux-mêmes. Le déni est quelque chose de très, très fort. Puis je pense qu'on sous-estime à quel point c'est présent en nous, puis dans la culture. Bref, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, c'est un peu paradoxal tout ça parce que le signe du Scorpion, c'est un signe fixe. Le Scorpion nous apprend la puissance de la résilience émotionnelle, d'être capable de rester dans quelque chose de plus challengeant, de plus difficile, puis de faire du chemin sur ça. Puis en même temps, ça met en lumière les dangers de l'obsession puis de la rumination. Donc, il y a quelque chose qui peut être très empuissançant, d'être capable de rester dans une émotion plus difficile, puis de développer cette résilience-là, puis en même temps, ça peut nous mener vers des profondeurs desquelles il peut être très difficile d'en ressortir. Fait que c'est comme les deux côtés d'une même médaille, puis il y a un de ces côtés-là auquel il faut faire attention. Steven Forrest, dans son livre, quand il parle du Scorpion, il dit « C'est comme de regarder le dragon droit dans les yeux, mais en même temps, si on le regarde trop longtemps, ce dragon-là, il risque de nous hypnotiser, puis on risque de se faire avaler tout rond par le dragon. » Fait que c'est d'être capable de le regarder, mais en pouvant en sortir aussi de cette hypnose-là par moment.
Donc, d'un côté, dans ce côté-là fixe du Scorpion, on est invité à développer notre résilience émotionnelle, puis en même temps, le défi que rencontre le Scorpion ou qu'on rencontre tous collectivement quand on est dans cette saison-là, c'est de savoir quand lâcher prise. Puis ça, c'est difficile pour un signe fixe, parce que ce qui est paradoxal, là où je veux en venir, c'est que le Scorpion, c'est un signe de transformation. Fait que ça requiert de lâcher prise, ça requiert de faire le deuil de la forme de quelque chose, de comment les choses étaient, d'une version de nous-mêmes, d'un passage de notre vie pour être capable de bouger, de se transformer en autre chose, de bouger vers une autre étape. Puis, ça nous rappelle en fait que la vie est un mouvement constant. Ça me fait penser au livre La parabole du semeur de Octavia E. Butler, dans lequel le personnage principal est un peu comme une prophétesse, je crois, qui dit que God is change, que le divin, c'est le changement, que où est-ce qu'il y a du changement, il y a de la vie. Donc, quand il y a de la vie, il y a du mouvement. Ça peut pas rester stagnant trop longtemps. Donc, on peut pas rester pogné dans une turbulence émotionnelle trop longtemps, on peut pas rester fixé sur une obsession trop longtemps, faut que ça bouge, faut laisser passer les choses, faut purger le passé, faut faire la paix avec certaines choses des fois. Puis je pense que ça va être très présent ça avec cette saison du Scorpion. Et ça revient un peu à la fameuse métaphore du papillon, la métamorphose du papillon, dans laquelle il y a une longue période durant laquelle le papillon, ou la chenille du moins, est plongé dans l'obscurité, dans son petit cocon, tout vlimeux, tout dégueu, tout collant. Puis il n'est pas trop sûr de ce qui est en train de se passer, il est juste pogné dans son cocon vlimeux avant de pouvoir en sortir et déployer ses ailes. Mais dans la saison du Scorpion, des fois, on a l'impression d'être vraiment pogné dans le petit cocon vlimeux. Puis là, c'est de se demander, bon, ben ça sert à quoi tout ça, là? Pourquoi je suis là-dedans? Quand est-ce que je vais pouvoir me transformer en joli petit monarque? Très bonne question. C'est un passage qui n'est pas toujours facile, mais qui est nécessaire vers plus d'intégrité, vers plus de vérité. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que la vérité requiert qu'on regarde tous les côtés de la médaille, le beau comme le pas beau, qu'on fasse face aux périodes de joie comme aux périodes plus obscures. Tout ça fait partie de la vérité, si on veut, avec un V majuscule, si telle chose existe. Et ça me fait penser à un concept ésotérique, celui de la volonté véritable. En anglais, on va l'appeler le true will, qui est un concept ésotérique qui a été mis de l'avant par Aleister Crowley. Très étrange personnage, on va se le dire, problématique à plusieurs niveaux. Je ne fais pas l'apologie d'Aleister Crowley ici, mais quand même, il a amené certaines choses dans l'occultisme moderne qu'on utilise encore, dont ce principe-là qui a été réutilisé par la suite par plusieurs autres traditions. Puis, on en parle de la vérité, de la volonté véritable dans la formation sorcière quand on plonge dans l'élément du feu. Puis on a même fait un rituel ensemble pour l'activer. Je pense que ça a été un des moments préférés des gens jusqu'à présent dans la formation sorcière. Formation qui va revenir en 2026. Je dis ça, je dis rien. Puis en fait, quand on parle de la volonté véritable, c'est pas une volonté dans laquelle on répond au désir de notre ego, mais à la volonté d'être pleinement soi-même, de s'aligner, voire de s'accorder comme un instrument de musique avec cette volonté-là, à laquelle on pourrait mettre un V majuscule, une volonté V majuscule comme une mission spirituelle. Fait que c'est comme si vous étiez un instrument de musique et que vous deviez trouver la manière de vous accorder un accord, je sais pas comment le dire parce que je suis pas musicienne, mais c'est comme s'il y a juste vous qui pouviez vous accorder à la bonne fréquence. Puis, en s'accordant à la volonté véritable, c'est comme si on trouvait cette bonne fréquence-là qui est propre à nous et seulement nous. Donc, on est invité à écouter cette force-là qui nous traverse, à cette direction intérieure-là
qui dépend d'aucune validation extérieure, un peu comme les tantes dans Practical Magic que je vous nommais un petit peu plus haut. Alors oui, cette saison du Scorpion me rappelle que c'est pas seulement une saison de deuil, okay? C'est aussi une saison de reprise de pouvoir, de reconnexion avec sa puissance intérieure. Puis pas un pouvoir qui écrase, mais un pouvoir dans lequel on réussit à s'assumer de manière très audacieuse. Et évidemment, ce n'est pas que la saison du Scorpion. Il y a plein de transits astrologiques qui ont lieu au cours de cette saison-ci. Alors, commençons dès maintenant à en parler. Je sens que ça va être un épisode pas super court, mais bon. Vous aimez ça quand c'est long, alors pourquoi pas, d'accord? Plongeons. Maintenant qu'on a passé beaucoup plus de temps que prévu à parler de la saison du Scorpion, je pense qu'il est temps d'aller directement dans les transits intéressants des prochaines semaines. Tout d'abord, j'aimerais nommer que la planète maîtresse du signe du Scorpion, c'est la planète Mars. Fait qu'on veut porter attention à ce que fait Mars ce mois-ci. À partir du 4 novembre et jusqu'au 15 décembre, la planète Mars va être sous le signe du Sagittaire. Et ça pourrait nous donner une motivation, un élan, une audace de sortir des territoires, des secteurs que l'on connaît. Ça nous invite à prendre de l'expansion, à aller à l'extérieur de notre zone de confort pour explorer des territoires inconnus. Ça peut être des territoires très concrets comme des territoires un peu plus symboliques ici. Mais il y a vraiment cette énergie-là de propulsion avec Mars en Sagittaire. On est inspiré à agir selon nos convictions, puis à donner du sens à ce qu'on fait. Parce que le signe du Sagittaire, c'est vraiment un signe qui est en quête de sens. On veut reconnecter les actions que l'on porte à une vision plus grande. On est intéressé par le bigger picture, puis pas juste les petits détails des actions que l'on fait. Mais en même temps, avec Mars en Sagittaire, ce à quoi il faut faire attention, c'est la tendance à vouloir convaincre tout le monde que ce qu'on fait, c'est la bonne chose à faire. Okay? Ça peut être dans son ombre une énergie de missionnaire, où est-ce qu'on veut partager la bonne nouvelle, on veut parfois même l'imposer sur les gens, on pense que notre manière, c'est la bonne manière, c'est la vérité avec un V majuscule. Et c'est tout. Faut faire attention à ça. On veut canaliser notre enthousiasme pour que ça devienne une force de création, mais on n'est pas obligé de casser les oreilles à tout le monde avec ça non plus. On peut essayer d'inspirer par nos actions plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde. Mon psychologue jadis, il disait d'inspirer par l'attrait plus que la réclame. Fait que d'être plus dans « j'incarne quelque chose » et en l'incarnant, ça parle de soi-même, ça l'inspire les gens. On n'est pas obligé de parler à tout le monde, de yapper à l'infini, puis de dire que notre manière, c'est la bonne manière. Okay? Ce qu'il y a de particulier à ce transit-là, Mars en Sagittaire, c'est qu'au début du mois de novembre, plus particulièrement le 3 ou le 4, mais on va le sentir vraiment tous ces jours-là, Mars va s'opposer à Uranus. Et ça, je vous dirais que sur le plan politique, ça me fait serrer les mâchoires un petit peu. J'ai un petit peu peur de ça. Souvent, ça va être représentatif ou symbolique de moments de bascule sur certains enjeux politiques. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est cela. Maintenant, sur le point plus personnel, on va dire, d'un point de vue plus personnel, c'est un transit qui pourrait nous donner comme un appel à un changement soudain, une envie brûlante de se libérer de quelque chose qui, on a l'impression, limite notre liberté ou notre expansion. Donc, ça pourrait créer une genre de tension entre l'action instinctive, genre j'ai envie d'agir ici, maintenant, et un genre d'éveil intellectuel. J'ai une épiphanie, j'ai une idée, il y a quelque chose qui débloque dans ma tête et là, j'ai envie d'agir sous l'impulsion de ça. Donc, ça pourrait créer des flammèches dans notre vie. Puis de manière très concrète, ça pourrait représenter des prises de conscience soudaines qui peuvent être déstabilisantes et qui viennent shaker un peu les fondements de notre vie. Ça pourrait aussi nous amener à vouloir changer de direction et à le faire très rapidement.
Puis ça pourrait aussi mener à des ruptures dans notre vie, mais des ruptures libératrices. Où est-ce qu'on s'est senti enfermé, on sent qu'on coupe un peu nos cordes. On coupe les cordes et on se libère. Et voilà. Et c'est ce qui nous amène finalement, quasiment une demi-heure plus tard, j'ai l'impression, à la pleine lune en taureau qui a lieu le 5 novembre, qui illumine les thèmes de la sécurité, des ressources et de nos attachements aussi. Donc, quand on a une pleine lune, c'est que la lune est dans un signe et le soleil est dans son signe opposé. Donc, en ce moment, le soleil est en scorpion, c'est pour ça qu'on dit que c'est la saison du scorpion, et la lune est en taureau. Donc, on est sur l'axe taureau-scorpion, qui est l'axe des valeurs, de la sécurité et de la transformation. Donc, en ce moment, le soleil en scorpion nous invite à plonger dans les profondeurs de nous-mêmes, les profondeurs de notre conscience, d'explorer nos zones d'ombre, de faire notre shadow work, de se regarder tout nu dans le miroir, puis de faire comme, bon, c'est ça qui est ça. C'était de manière symbolique en passant, quoique, si vous voulez le faire de manière plus concrète, libre à vous. La lune en taureau, de l'autre côté, nous ramène vers un besoin de stabilité. Ça met en lumière, en fait, ce besoin-là d'être ancré dans quelque chose de tangible, de concret et d'aller cultiver peut-être un peu plus de douceur dans notre vie, d'être en contact avec nos sens, avec notre vie sensorielle. Je pense que moi, ce qui ressort beaucoup pour cette pleine lune-là, c'est le besoin d'ancrage. Surtout après l'instabilité que peut laisser l'opposition Mars-Uranus la veille de la pleine lune, qui va encore être ressentie le jour de la pleine lune. Il y a comme un besoin d'ancrage en revenant à une certaine lenteur, à la qualité de présence, être dans notre corps, être dans la nature, faire des exercices d'ancrage, de centrage pour vraiment être dans le moment présent. Je pense que ça va vraiment être important. Puis il y a aussi quelque chose par rapport au contrôle avec cette pleine lune-là, parce que le scorpion veut tout comprendre, veut tout maîtriser, veut tout contrôler. Okay? C'est vraiment un signe qui aime le contrôle. Puis le taureau, lui, enseigne la confiance, qu'on n'a pas besoin de tout contrôler, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, on peut faire confiance. On sait qu'à chaque matin, même si on ne le voit pas dans le ciel, le soleil va se lever. On le sait que les saisons reviennent à chaque année, que même si l'hiver est difficile, le printemps va venir et ça, c'est une certitude sur laquelle on peut s'appuyer et qui nous apaise. Donc, je pense que c'est une pleine lune qui nous invite à rencontrer les défis un à la fois, à chaque moment où est-ce que ça se présente. Puis, je vous propose un étalement de tarot que je vais partager sur les réseaux sociaux la journée de la pleine lune avec des questions de réflexion. Puis, en passant, quand je vous propose des étalements de tarot, libre à vous de les prendre comme des questions de journaling. Si vous n'avez pas de tarot, si ça ne vous parle pas le tarot, écrivez dans votre journal, répondez à ces questions-là de manière intuitive, en voyant ce qui remonte. Puis si vous aimez ça, le tarot ou les oracles, les cartes, peu importe, vous pouvez piger une carte par question. Fait que c'est deux manières d'utiliser les outils que je vous propose. Donc, je vais vous proposer ça le 5 novembre. Vous allez pouvoir faire votre petit étalement de tarot. Donc, c'est une manière que vous pouvez travailler avec cette pleine lune-là, mais je pense aussi que l'idée de retrouver du plaisir dans les choses simples, dans le toucher, dans la respiration, dans la beauté du quotidien, mais surtout les plaisirs sensoriels, le goûter, le toucher, l'odorat, tous nos sens, vous les connaissez, n'est-ce pas? Donc, c'est comme un moment de faire genre une méditation où est-ce que tu manges un morceau de chocolat, puis ça te prend 3 minutes le manger, puis tu le savoures à chaque étape. Voilà. Quelques jours plus tard, le 7 novembre, la planète Vénus fait son entrée sous le signe du Scorpion, ce qui ajoute une petite couche d'intensité émotionnelle, peut-être davantage de besoin d'authenticité profonde, de vulnérabilité, de profondeur dans nos liens, dans notre contact avec autrui. Donc, plus difficile d'être dans le small talk ici. On veut aller dans les profondeurs rapidement. On veut se dire les vraies affaires. On veut se regarder dans le blanc des yeux. Puis on a moins de patience pour les petites conversations en surface.
Je vous dirais dans ces zones-là, autour de ces dates-là, de faire attention aux gestes puis aux décisions trop impulsives. Surtout que Uranus et Pluton sont assez activés à ces moments-là, qui pourraient amener un désir de libération puis de transformation. T'sais, on veut flipper des tables très rapidement, mais hold your horses, comme on dit. Prenez un petit peu votre mal en patience, respirez avec ce qui remonte. On n'est pas obligé de flipper des tables, on peut desservir la table à la place. Des fois, mes métaphores sont douteuses, mais je fais ce que je peux, ok? C'est beaucoup d'informations à vous donner. Donc, quelques jours plus tard, le 9 novembre, c'est le moment tant attendu, roulement de tambour, de la rétrograde de Mercure. Et oui, des rétrogrades que j'aime, moi. Les gens les aiment pas, les rétrogrades de Mercure, puis moi, je les trouve comiques. Je les trouve drôles et je vous invite à les aborder de cette manière-là. Quoique, il y a des fois où est-ce que c'est plus difficile. Tantôt, quand je prenais ma douche froide, parce que mon chauffe-eau ne marche plus, je vous avoue que je la trouvais moins drôle. Mais en même temps, avec un peu de recul, je me dis « lol ». Laughing out loud. La rétrograde débute sous le signe du Sagittaire, puis éventuellement, à partir du 19 novembre, va revenir en Scorpion. Donc, elle débute en Sagittaire, elle se termine en Scorpion. Et du 9 au 29 novembre, cette rétrograde de Mercure-là, c'est une période de révision. Okay? C'est pas une période pour ruiner sa vie. Okay? C'est pas genre rien qui marche, tout est de sa faute. C'est le fun d'avoir un bouc émissaire sur quoi mettre la faute de tout ce qui marche pas dans notre vie. C'est correct, je le fais moi aussi. C'est le côté cute, le fun, décomplexé, on en rit un peu de l'astrologie, mais dans la vérité, dans les faits, les rétrogrades de Mercure, c'est pas la fin du monde. Okay? C'est des périodes de révision qui, oui, pourraient amener de la confusion, mais en bout de ligne, son intention, c'est d'amener plus de clarté mentale et de clarté spirituelle dans ce cas-ci aussi. Dans le signe du Sagittaire et du Scorpion, donc quand on prend le chevauchement entre ces deux signes-là, c'est une invitation à revoir nos croyances, à étudier nos biais, à repenser nos motivations profondes, puis peut-être à calmer son zèle aussi. Cette manière-là qu'on a d'être des fois de vouloir imposer notre vérité à tout le monde. Okay? Donc, je pense que, règle générale, c'est un moment durant lequel on veut délaisser notre besoin d'avoir raison à tout prix et de plutôt se concentrer sur notre envie de comprendre les choses. On va en parler en deux phases. La première phase, c'est Mercure rétrograde en Sagittaire du 9 au 17 novembre. Et la deuxième phase, c'est Mercure rétrograde en Scorpion du 17 au 29 novembre. Donc, dans la première phase, ce qu'il faut comprendre, c'est que le signe du Sagittaire, c'est un signe qui peut parler fort, qui croit savoir les choses et qui parfois les sait pour lui-même. Mais des fois, il exagère. Puis je dis ça avec beaucoup d'amour pour tous les Sagittaires dans ma vie. Et ceux qui m'écoutent, on vous adore. Mais chaque signe a ses petits défauts aussi. Puis ça se peut que vous vous dites « Ah, mais moi, je me vois pas là-dedans, dans le Sagittaire. » Ben c'est super correct. Ça se peut que vous soyez un peu dans le déni ou ça se peut que vous soyez vraiment pas comme ça puis que vous faites briller une autre facette de ce prisme qu'est le Sagittaire. Ça se peut. Mercure, la planète de la pensée et de la communication, et pas dans son signe préféré ici, ok? Mercure trippe pas tant sur être en Sagittaire parce que Mercure aime être au fil des détails. Il aime ça, avoir les faits. Puis dans le Sagittaire, on est moins concentré sur les faits et les détails. On est plus dans l'opinion, la philosophie, le bigger picture, les grands concepts, ok? Ce qui fait en sorte que Mercure n'a pas les ressources nécessaires pour faire sa job comme il aimerait le faire. Donc, ça se pourrait que ça soit un début de rétrograde un peu plus glitchy, un peu plus difficile. Ça se pourrait qu'on en sue un petit peu plus, ok, au début de cette rétrograde-là, qu'il y ait plus de malentendus, qu'il y ait des exagérations qui soient faites. Peut-être qu'on fait aussi des promesses qui sont difficiles à tenir quand on est dans une rétrograde de Mercure en Sagittaire. Fait que je vous suggère d'aller voir où est-ce que ça se trouve dans votre carte du ciel. C'est où le signe du Sagittaire, dans quelle maison. Et ça va vous dire
quel secteur de votre carte du ciel va être plus impacté, puis dans lesquels vous risquez d'avoir plus de petits problèmes, de petits malentendus. Puis aussi, ça pourrait être dans ce secteur-là spécifiquement ou de manière générale que vous allez être invité à revoir certaines de vos croyances. Parce que c'est ça, Mercure rétrograde en Sagittaire, on est invité à faire une révision de nos croyances, des choses que l'on croit dures comme fer, puis on est invité à ouvrir notre esprit un peu plus, à observer c'est quoi les histoires qu'on se compte dans notre tête, puis est-ce que certaines de ces histoires-là qui sont peut-être plus tant à jour. Il y a peut-être une mise à jour de nos récits intérieurs, de nos narratifs qui méritent d'être faits. On est invité aussi à observer nos stratégies de communication. Est-ce qu'on est toujours en train de chercher à convaincre quelqu'un? Plus je dis toujours, peut-être que c'est plus ponctuel, que c'est plus en lien avec une situation qu'on est en train de vivre en ce moment, puis on a l'impression que ça fait pas l'unanimité, qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement d'accord avec nous. Puis est-ce que pour régler la situation, on essaye de convaincre l'autre personne de notre position ou est-ce qu'au contraire, on pourrait poser plus de questions pour essayer de comprendre la position de l'autre, question de mieux faire le pont, puis de mieux s'expliquer et de mieux se rejoindre, et peut-être aussi de, qui sait, revoir notre position à nous là-dedans et de se retrouver peut-être au milieu ou à quelque part là-dedans. C'est un bon transit aussi pour questionner sa direction. Donc, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Est-ce que la direction que j'avais choisie, c'est encore celle qui est alignée avec mes valeurs, avec ma volonté véritable? Qui sait? Donc, règle générale, c'est un bon moment pour réviser ses plans, pour questionner ses croyances, pour prendre conscience de nos préjugés, de poser des questions pour ouvrir son esprit, de s'assurer qu'on n'a pas oublié des détails importants, surtout si on planifie un voyage. L'an dernier, à pareille date, il y avait une rétrograde de Mercure en Sagittaire, durant laquelle j'ai acheté des billets d'avion pour aller au Mexique voir mon père. Et la veille de ce voyage, quand c'était le temps de faire mon check-in, j'ai réalisé que mon passeport était expiré. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai acheté les billets quand Mercure était en rétrograde. Alors, c'est le temps de double-check les petits détails pour éviter ce genre de situation stressante comme celle dans laquelle j'étais. J'ai réussi finalement à me faire un nouveau passeport en l'espace de quelques heures. Dieu merci. Donc, petite histoire pour... c'est le genre d'histoire que l'on vit qu'on se dit « Ah ouais, l'astrologie, hein? On a beau se dire... » Il y a des gens qui sont comme « Ouais, l'astrologie, je suis pas sûre. » On dirait que c'est le genre d'événement qui, pour moi, me reconfirme ma position par rapport à l'astrologie et mon métier. Donc, petit conseil que je peux vous donner, checkez si votre passeport est à jour si vous réservez des billets d'avion pendant la rétrograde de Mercure en Sagittaire. Mais la morale de l'histoire dans tout ça, je pense que vraiment le mot de sagesse à extirper de tout ce que je viens de dire, c'est que durant cette première phase-là de Mercure rétrograde, on essaye de moins chercher à avoir raison, puis d'essayer de comprendre davantage. Ce qui nous amène à la deuxième phase de la rétrograde de Mercure, celle en Scorpion du 17 au 29 novembre, qui va marquer un certain changement d'ambiance à partir du 17 novembre parce que au niveau de nos réflexions, de nos pensées, de notre communication, ça devient beaucoup plus introspectif puis on cherche à aller beaucoup plus deep. Donc, on pourrait retourner vers de vieilles conversations, on pourrait revenir vers certaines révélations qu'on a eues, certains secrets ou certaines parties de nous avec lesquelles on est moins confortable. On pourrait revisiter certaines de nos parts d'ombre. Puis, il ne faut pas oublier que c'est cool l'introspection, c'est nécessaire même. Mais quand ça devient de l'obsession, quand on fait de l'introspection obsessive, c'est de la rumination. Et ça, c'est comme spinner dans le beurre, ok? Ça l'aide personne, surtout pas nous. Donc, faites attention à ça pendant la deuxième phase de la rétrograde de Mercure. Je pense qu'on risque d'avoir un besoin d'honnêteté et de vulnérabilité dans nos échanges. Donc, comme je le disais, on est moins conversation superficielle, parler de la pluie et du beau temps, peu intéressant durant un transit comme celui-là. On veut s'attaquer au cœur des enjeux.
On veut aller directement vers ce qui nous intéresse. Il y a vraiment une énergie d'investigation avec Mercure en rétrograde. On pose les bonnes questions, on va droit au but. Puis c'est une occasion de clarifier peut-être ce qu'on évitait, d'oser la transparence et d'oser faire confiance aussi. Puis d'oser faire confiance que s'il y a un malentendu, si on dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, ben il y a possibilité de réparation. Puis c'est souvent dans ces moments-là de réparation que nos liens se renforcent. Donc faites confiance à ça. C'est un moment pour réévaluer nos motivations profondes et de dire les vraies choses. Une date importante à souligner dans son agenda, à écrire sur son Google Calendar, à mettre un post-it sur votre ordinateur, c'est le 20 novembre parce que c'est la date du quasimi de Mercure. Puis on dirait que juste parce que Mercure est dans son pre-shadow phase, j'ai envie d'aller confirmer que c'est bien la bonne date. Et oui, je confirme, c'est le 20 novembre que le quasimi de Mercure, qui est le moment où est-ce que le Soleil et Mercure se rencontrent dans le ciel sous le signe du Scorpion et qui représente un moment de révélation et de lucidité. Fait que c'est souvent là qu'on a nos aha moments, qu'on fait comme je comprends, j'ai l'information dont j'avais besoin, les morceaux du puzzle viennent ensemble et c'est vraiment cool comme journée. Fait que comme quoi, Mercure rétrograde, c'est pas juste 3 semaines où est-ce qu'on sacre plus que d'habitude. Il y a aussi des moments qui sont vraiment cool, comme le moment du quasimi. Fait que c'est vraiment une journée durant laquelle vous voulez traîner un petit cahier de notes avec vous, ouvrir une nouvelle note dans vos notes sur votre cellulaire. Moi, je prends souvent des notes sur mon cellulaire parce que j'ai pas toujours un papier puis un crayon avec moi. Donc, c'est souvent là qu'on a des idées qu'on veut prendre en note. C'est une journée qui est aussi propice à la méditation, à l'écriture, à observer les signes que la vie nous envoie, parce que ce qui était flou devient clair. Donc, on veut capter ces petites parcelles d'informations-là, puis surtout, ne pas les oublier, parce que ça, c'est vraiment plate quand ça arrive. Donc, notez vos intuitions. Vos intuitions vont contenir de l'information clé pour cette rétrograde-là, mais pour les mois qui viennent aussi, parce que le moment de quasimi, quand Mercure rétrograde, c'est un peu comme la nouvelle lune du cycle de Mercure. Donc, Mercure, qui est la planète qui règne un peu sur nos idées, ce qu'on a envie de mettre en place un peu au niveau de notre créativité, de nos idées, etc., ben c'est comme si c'est un moment où est-ce qu'on vient planter une semence puis qu'on a des idées qu'on va vouloir forger puis mettre en action au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Fait que ce que j'essaie de dire en fait, c'est que vous allez probablement faire du pouce sur les idées que vous allez avoir le 20 novembre. De manière très pratique, voici des petits conseils pour Mercure rétrograde. Relire, revoir, réorganiser et ralentir, ce sont des mots que l'on aime, qu'on veut intégrer au cours de ces 3 semaines. On veut doubler de prudence et vérifier certaines choses. Est-ce que j'ai attaché ma pièce jointe à mon courriel? Est-ce que le rendez-vous que j'avais, je l'ai vraiment noté à la bonne date sur mon calendrier? Est-ce qu'il y a un message texte que je suis en train d'envoyer à la bonne personne présentement? Est-ce que mes déplacements vont se faire dans la fluidité? Si vous êtes à Montréal, chance que non, parce que la rétrograde de Mercure est exactement timée avec la grève de la STM. Donc, laissez-vous du lousse dans vos déplacements. C'est souvent là qu'il y a un accident qu'on n'avait pas prévu. Puis là, il y a du trafic qui ralentit notre journée. Fait que bref, laissez-vous du lousse dans votre horaire. Vous allez en avoir besoin ce mois-ci. Sauvegardez vos fichiers. Assurez-vous de bien avoir sauvegardé les choses dont vous avez besoin sur un disque dur externe parce que c'est vraiment un moment propice à un bug d'ordinateur qui fait qu'on perd tout ce qu'on avait. Quand quelque chose ou quelqu'un se pointe le nez dans notre vie à nouveau, genre un ex refait surface ou quelqu'un avec qui on pensait avoir coupé les ponts veut nous recontacter, etc., ça ne veut pas dire qu'on doit le laisser rentrer à nouveau dans notre vie. Des fois oui, des fois non. Ça veut juste
mettre en lumière ce qui doit être revisité. Des fois, ça vient confirmer une décision qu'on a prise. Des fois, ça vient ouvrir la porte à revoir certaines conversations pour venir clore plus complètement peut-être certains chapitres. Et finalement, un conseil que j'aurais à vous donner, rire. Rire des glitches dans la Matrix. Rire de nos maladresses. Trouver que c'est drôle quand les choses se passent pas comme prévu, c'est le meilleur remède à ne pas capoter pendant une rétrograde de Mercure. Ça sert à rien parce que toutes les glitches font partie du processus et c'est ce qui nous invite à ralentir, puis il y a des leçons derrière tout ça. Donc, petit conseil d'amis, à éviter dramatiser. Éviter de dramatiser les choses qui se passent pendant une rétrograde de Mercure. C'est jamais une punition, une rétrograde de Mercure, c'est un recalibrage. Okay? Entraînez-vous à le voir comme ça. Et finalement, si c'était que de moi, je vous dirais d'essayer d'éviter de lancer de nouveaux projets ou de signer des contrats avant la fin du mois. On dit essayez d'éviter. Mais vous n'arrêtez pas de vivre parce qu'il y a une rétrograde de Mercure. Ça m'est arrivé de signer des contrats et de lancer des projets pendant des rétrogrades de Mercure et j'en suis pas morte. De un et de deux, il y a certaines fois où est-ce que, en effet, ça s'est pas passé comme j'avais prévu, mais ça le joué à mon avantage. Donc, vous avez l'information, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est tout pour la rétrograde de Mercure. Ce qui nous amène à discuter de la rétrograde de Jupiter qui a lieu du 11 novembre au 10 mars 2026, qui représente une période d'introspection sur notre croissance personnelle et nos aspirations. Si vous vous souvenez bien, en juin dernier, la planète Jupiter, qui, on se souvient, planète de l'expansion, est entrée sous le signe du Cancer, là où la planète est en exaltation. Fait que Jupiter tripe sa vie sous le signe du Cancer, qui c'était une des meilleures nouvelles astrologiques de notre année 2025 que Jupiter soit en Cancer. Et là, à partir du 11 novembre, Jupiter commence à faire marche arrière dans ce secteur-là de notre carte du ciel. Donc, quand il rétrograde, son mouvement nous invite à tourner le regard un peu plus vers l'intérieur. Ce qui veut dire que la quête de sens qui est caractérisée par les transits de Jupiter devient un peu plus intime, devient un peu plus introverti, peut-être plus spirituel, même moins orienté vers une réussite extérieure. On se questionne sur ce qui nous procure un sentiment de réussite intérieure davantage. C'est une période durant laquelle on veut redéfinir ce qui nous fait grandir et ce qui nous fait sentir bien. Parce que sous le signe du Cancer, ce qui est important, c'est notre sentiment de sécurité intérieure, parce que cette sécurité-là, c'est ça qui nous permet de sortir de notre coquille et de trouver de l'expansion à l'extérieur de notre zone de confort pour être capable de non seulement avoir du succès, non seulement avoir de l'expansion, mais que ce soit vraiment en alignement avec notre bien-être. Donc, on veut revisiter nos valeurs, nos croyances, notre définition du succès et ce qui nous fait vraiment sentir libre en fait. Donc, qu'est-ce qui participe vraiment à ça? Fait qu'on veut regarder dans quel secteur de notre carte du ciel le signe du Cancer se situe parce que c'est là qu'on est en pleine période d'expansion cette année en 2025, puis ça va se poursuivre aussi pour la première moitié de 2026. Puis en ce moment, c'est là qu'on est invité à faire un travail d'expansion un peu plus intérieur, où est-ce qu'on pourrait sentir une certaine baisse de motivation extérieure ou peut-être même une impression de stagnation, comme « Ah, on dirait que les choses ralentissent, ça va un petit peu moins vite que ce que j'aurais voulu », mais en réalité, c'est qu'il y a plein de travail qui est en train de se faire dans un niveau plus profond, à un niveau peut-être invisible aux yeux des autres, mais qui pourrait être très ressenti pour nous, parce qu'on est en train de réajuster notre boussole intérieure de manière à vraiment prendre de l'expansion dans la direction que l'on souhaite. Donc, symboliquement, Jupiter rétrograde nous apprend à
nous reconnecter avec notre sagesse intérieure, à écouter notre petite voix intérieure, plutôt que d'être motivé juste par des promesses d'élévation, de succès extérieur. En résumé, la rétrograde de Jupiter nous invite à passer d'une croissance ou d'une expansion extérieure dans le monde à un processus de maturation intérieure, à développer notre sagesse intérieure pour s'assurer que l'expansion qu'on est en train de vivre cette année et début 2026 ait plus de sens. Parce que Jupiter, c'est ça aussi, c'est une quête de sens. C'est la planète maîtresse du Sagittaire en passant. Donc, je prends une petite pause des transits astrologiques pour vous parler d'un projet que j'aime beaucoup et d'un créateur que j'aime tout autant. Il s'agit de mon ami William, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le nom de Sorcier Soleil, qui est un illustrateur et un astrologue qui est en train de lancer son propre oracle qui s'appelle l'Oracle du Joyeux Ciel. Puis c'est tellement un nom qui le représente bien. Fait que l'Oracle du Joyeux Ciel, c'est 60 cartes illustrées qui rend l'astrologie simple, ludique et vraiment introspective. Chaque carte du jeu porte un mot-clé et ensemble, les cartes permettent de créer des phrases qui éclairent ce qu'on vit à un certain moment. Fait que ça ouvre des pistes de réflexion. C'est un jeu qui est super beau, qui est poétique et qui est surtout accessible. Donc, si vous vous intéressez à l'astrologie, que vous vouliez vous familiariser avec le langage, c'est une belle manière de le faire. C'est un projet que William a commencé en 2022. Qui réunit deux de ses passions, l'art et l'astrologie. Puis en ce moment, il est en train de faire une campagne de financement avec Laruche pour l'impression des 1000 premiers exemplaires de ce jeu d'oracle-là parce qu'il a décidé de le faire de manière complètement auto-publiée. Donc, si ça vous parle, je vous invite à aller voir cet oracle-là. Il est magnifique, il est très cool. Vous pouvez déjà vous en procurer un et le supporter dans son projet. Puis j'ai très hâte de l'avoir entre mes mains et de pouvoir jouer avec. Donc j'envoie plein d'amour à William et je vous invite à aller voir son projet. Retournons à nos moutons parce que je ne pouvais pas ne pas nommer que le 17 novembre, on a un maudit beau transit astrologique qui nous est offert par l'univers. J'ai nommé un grand trigone d'eau entre le Soleil en Scorpion, Jupiter en Cancer et Saturne en Poisson. Je dis Saturne en Poisson, mais je vous dirais que c'est Saturne et Neptune parce que les deux sont très très près. Et ces planètes-là ensemble, en faisant un grand trigone d'eau dans le ciel, ce que ça nous donne, c'est un boost qui est pensé à un petit tremplin qui nous aide à avancer avec fluidité, mais surtout avec intuition, qui nous permet de nous sentir vraiment en alignement intérieur. C'est comme c'est bon, ça feel bon, on se sent bien avec ça, puis on a un petit boost qui nous fait prendre une coupe de pas d'avance. Ça va être dans des secteurs différents de notre carte du ciel selon notre ascendant. Si votre ascendant est dans un signe de feu, donc si vous êtes ascendant Bélier, Lion ou Sagittaire, vous allez vraiment le sentir au niveau de votre mood, de vos émotions, de votre santé mentale. Si vous êtes un ascendant d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson, c'est vraiment au niveau de l'identité, de l'expression de soi, voire même expression artistique que vous allez sentir ce boost-là. Si vous êtes un ascendant signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est plus au niveau du travail et de la carrière que vous risquez de le sentir. Et finalement, si votre ascendant est un signe de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, ça va être plus au niveau relationnel, communicationnel que vous allez sentir ce boost-là. Donc, en gros, quand on a un grand trigone d'eau dans le ciel, notre job, c'est de se laisser porter par le courant. On sent que les choses coulent très naturellement, avec beaucoup de fluidité dans une direction. Puis nous, notre job, c'est de se laisser porter par ce petit courant-là, puis de ne pas forcer les choses, puis de ne pas essayer d'aller dans une direction autre que où est-ce que la vie nous amène. Donc, ça nous amène à la nouvelle lune en Scorpion qui va avoir lieu le 20
novembre et qui représente quand même un moment fort du mois de novembre parce que ça vient activer en nous un désir de changement. Ça nous permet de libérer le passé puis voire de purger une certaine charge émotionnelle qu'on traînait avec nous. Peut-être une charge qui va prendre forme au cours du mois de novembre, peut-être une charge qu'on traîne avec nous depuis vraiment longtemps. Donc, c'est une nouvelle lune sous laquelle on veut vraiment honorer nos émotions, même les plus difficiles, les plus sombres. Parce que c'est vraiment en prenant le temps de les accueillir, de leur laisser une place à la table à souper, qu'on est capable d'interagir avec ces émotions-là, puis de les laisser partir en quelque sorte. C'est comme si, quand on leur laisse de la place, elles se font moins insistantes. Elles sont nourries par l'attention qu'on leur donne. Donc, on veut prendre le temps de rencontrer ces émotions-là, puis de ne pas être dans des stratégies, des mécanismes de défense dans lesquels on se met la tête dans le sable, on essaye d'amener notre attention ailleurs, de se distraire, etc. D'accord? C'est un excellent transit pour un rituel de libération. Donc, vous pouvez écrire une lettre à une version de vous-même que vous voulez laisser partir. Vous pouvez écrire une lettre à une personne sans jamais lui envoyer n'importe quoi que vous sentez que vous avez besoin de purger, de vous décharger. Vous l'écrivez sur une feuille de papier, puis ensuite, vous pouvez soit l'enterrer ou brûler la feuille. Moi, je vous avoue que j'ai un penchant pour brûler des choses. We're witches, we love to burn shit up. OK? En tant que sorcière, on aime ça, brûler des affaires. Que ce soit des brassières ou des petits morceaux de papier avec des choses qu'on veut laisser partir. Quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, le soleil fait son entrée sous le signe du Sagittaire. Donc, on quitte la saison du Scorpion, on entre dans la saison du Sagittaire, ce qui nous fait passer de la profondeur puis de l'obscurité à la clarté, au regain de foi, à une vision peut-être un peu plus élargie du monde. Donc, dans la dernière semaine du mois de novembre, on entre dans une phase beaucoup plus douce, voire même réparatrice, je trouve. Les échanges, bon, Mercure est encore en Scorpion ici, les échanges deviennent plus vrais. On a peut-être l'impression que les liens se consolident avec les autres. Nos émotions trouvent leur juste place, en fait. Puis après plusieurs semaines de flou, la clarté commence à revenir peu à peu. On comprend ce qu'on veut, ce qu'on ressent, puis avec qui on souhaite avancer dans le futur. Puis avec l'entrée de Vénus en Sagittaire aussi cette semaine-là, l'énergie va s'alléger. Parce que Vénus n'aime pas tellement être en Scorpion. Je dis ça d'une personne ici qui a son Vénus natal en Scorpion. Fait que c'est pas sa place préférée. Vénus préfère l'harmonie, préfère quand on est dans le beau, dans la délicatesse, dans c'est ça, l'harmonie. Puis mettons que le signe du Scorpion, c'est pas le signe le plus harmonieux. Il aime ça se mettre à nu, puis se dire les vraies affaires, puis les vérités inconfortables. J'aime mieux qu'on se dise les vraies affaires, mais qu'on soit sincère et vrai plutôt que de se dire juste des belles affaires. Bref. Sur ce, l'énergie s'allège la dernière semaine de novembre. On pourrait retrouver plus de goût à l'aventure, à la spontanéité, au plaisir de vivre, puis sentir que juste la vie fait un peu plus marche avant de manière générale, surtout à partir du 30 novembre, parce que là, on va vraiment avoir terminé la rétrograde de Mercure. Je dis vraiment terminé. Est-elle vraiment terminée, ever, la rétrograde de Mercure? On dirait qu'on... Écoutez, j'étais en train de vous dire, se sort-on vraiment d'une rétrograde de Mercure quand ma caméra a manqué de batterie et j'ai dû tout mettre sur pause, attendre que ma batterie se recharge pour venir finir mon épisode. Ça s'invente pas, ces choses-là, je vous le dis. Donc, j'étais en train de vous dire, se sort-on d'une rétrograde de Mercure parce qu'il y a le pre-shadow phase, le post-shadow phase. Mine de rien, ça fait qu'on est un peu impacté par la rétrograde de Mercure environ 30% de l'année. Donc, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même assez souvent. Fait que la rétrograde de Mercure a beau se terminer le 29 novembre, dis-je,
on va être dans ce qu'on appelle le post-shadow phase, donc la période post-ombre, encore pour quelques semaines après ça. Donc, on va être dans une période où est-ce que c'est pas encore totalement super fluide. Mercure va être encore assez lente dans le ciel parce que chaque planète a une rapidité aussi. Mercure, étant donné qu'elle se stationne, donc elle arrête de bouger quand elle sort de sa rétrograde, le temps qu'elle reprenne un peu de la vitesse, ça prend un petit moment. Donc on n'est pas sorti du bois encore le 29, mais au moins la rétrograde est terminée, puis ça va s'alléger à partir de là. Maintenant, le dernier petit segment que j'ai pour vous, pour conclure tout ça, j'avais envie de vous offrir mes meilleurs conseils pour les semaines à venir. Premier conseil, ralentissez avant d'agir. C'est un peu l'idée de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, de prendre le temps de dormir parce que la nuit porte conseil. Mercure et Jupiter, les deux rétrogrades et demandent de revoir, réévaluer, réaligner. Puis il y a d'autres planètes qui rétrogradent en passant, dont Neptune, Saturne, Uranus, etc. Donc, il y en a une bonne gang qui nous demande de refaire un certain processus de réflexion avant de foncer vers l'avant. Donc, c'est quand même un pas pire conseil, je pense, pour le mois de novembre. Deuxièmement, ne pas fuir les conversations difficiles. Surtout au début du mois, il y a des tensions qui se soulèvent. Puis au lieu de les voir comme des choses à éviter ou des situations à empêcher, c'est de les voir comme des portes vers une plus grande authenticité relationnelle. Troisième conseil, laissez-vous guider par votre clarté émotionnelle, même si parfois ça peut sembler irrationnel, pas par la peur et pas par le manque. Donc, ça peut être tentant de baser ses décisions sur la peur, soit la peur de se faire juger ou la peur de manquer de quelque chose, mais à la place, faites confiance à la clarté que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quatrièmement, les choses bougent, mais sous la surface. Fait que le conseil, c'est fiez-vous à votre intuition plutôt qu'aux apparences. Ayez confiance que même si vous avez l'impression que les choses restent un peu en suspension ce mois-ci, il y a beaucoup qui est en train de se faire, mais dans l'invisible. Je pense que je suis rendue à sixièmement. Tout ce qui se défait maintenant prépare un terrain plus stable pour le mois de décembre. Fait que faites confiance aussi aux choses qui bougent ce mois-ci. S'il y a des choses que vous espériez qui fonctionnent puis qui finalement tombent à l'eau, s'il y a des projets qui prennent pas leur élan, s'il y a des relations qui se terminent, etc., c'est sûr, c'est plate. C'est sûr, on peut se permettre de vivre la déception des choses qui n'ont pas mené à terme, mais de l'autre côté, faites confiance que c'est pour mieux vous propulser vers les choses qui vous attendent en décembre et en 2026. Prochain point, je sais plus je suis à combien, c'est correct. L'énergie de la fin du mois avec Saturne et Mercure qui redeviennent directs, fait que les deux sortes de rétrogrades vont apporter beaucoup de clarté et de mouvement, donc votre patience sera récompensée. Fait qu'en gros, prenez votre mal en patience, ça va valoir la peine à la fin du mois. C'est ça le conseil. Prochain point, prenez soin de votre système nerveux. C'est tellement important. Avec Mars et Uranus qui sont super actifs ce mois-ci, le feu peut monter bien vite, mais respirez avant d'agir. Fait qu'on peut être impulsif, on peut être spontané, on peut avoir le système nerveux on broil. Mais si vous pouvez intégrer certains exercices, certaines pratiques pour ralentir, pour vous apaiser, pour passer de votre système nerveux sympathique à parasympathique, let's go, mettez-les en marche. Et finalement, cultivez l'art du laisser mourir pour mieux renaître. Donc, c'est une période de mue, la saison du Scorpion. Tout ce qui doit être laissé derrière, faites-le, ayez confiance. Puis dites-vous aussi que c'est correct de changer. C'est correct si c'est une version de vous que vous laissez derrière ce mois-ci. Puis, n'oubliez pas que même si vous êtes prêt et prête à changer, c'est pas tout le monde autour de vous qui, même si ces gens-là vous aiment beaucoup, qui sont prêts à vous voir changer. Donc, c'est pas une raison de ne pas mettre ces changements-là en marche, c'est pas une raison pour vous de rester statique, de rester figé, mais c'est juste de faire preuve de patience, de compassion et de compréhension envers les gens qui n'ont pas le même rythme que vous.
Des fois, ça demande plus de conversation, ça demande plus de doigté, de délicatesse, de faire ce chemin-là avec une autre personne, de se dire, OK, moi, je suis peut-être rendue là, à foncer dans cette direction-là ou à vouloir prendre cette tangente-là. Peut-être que c'est une idée avec laquelle moi, je me suis familiarisée, puis je me suis mis à l'aise, mais peut-être que le rythme des gens qui m'aiment n'est pas le même que moi. Donc, ça vaut la peine de prendre 2 minutes, puis de dire à la personne, on peut en parler autant que tu veux, reviens vers moi quand t'es prête ou quand t'es prêt. Et voilà, c'était mon petit mot de sagesse pour la fin, mes petits conseils que je vous tends comme ça, pour ensuite vous laisser aller de bon gré en ce mois de novembre. Je vous invite à me spotter à me supporter dans mon podcast. Je vous invite à me soutenir dans mon podcast en donnant 5 étoiles sur l'application d'écoute de balado de votre choix. Surtout, partagez l'épisode. C'est ça qui fait la différence. Je vous le dis à chaque fois, je vous le redis. Si vous êtes encore là, en plus, vous êtes hot en tabarouette. Donc, supportez-moi, s'il vous plaît. Supportez-moi en aimant l'épisode, en le partageant sur vos réseaux. Quoi d'autre que je peux dire? Je pense que c'est pas mal ça. J'ai mis tous les liens dans les notes du podcast. On va se retrouver pour une météo astrale pour le mois de décembre. On continue de se jaser sur les réseaux, la gang. Moi, j'ai de la boue dans le toupette ces temps-ci, très occupée avec l'école, avec l'immersion sorcière en ce moment qui est tellement hot. Puis les gens qui participent, mon Dieu, vous êtes extraordinaires. On a aussi eu un super beau rituel en présentiel qui a été organisé par Udaya Yoga qui a eu lieu le 25 octobre dernier, qui était extraordinaire. On a tellement besoin d'espaces comme ça. Bref, un beau bonjour à Udaya et sa gang. Sinon, écoutez, un gros merci à Be Kind d'être le partenaire number 1 du podcast et on se retrouve le mois prochain. Touroulou! Touroulou.